Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Hervé Guirand, donc pilote de l'accélérateur Export Direct aujourd'hui, que nous allons vous présenter. Le déroulé de cette rapide présentation va se faire de la façon suivante. Tout d'abord, nous allons avoir une petite présentation du programme par lui-même par Clémence Drevnovski du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Suite à cela, nous allons avoir deux pitchs de deux candidats à Export Direct. Philippe Martinez, représentant la société ILO Technologies, dans un premier temps. Un pitch de 4 minutes, à la suite duquel vous pourrez poser quelques questions. Si vous le souhaitez, un micro sera mis à votre disposition. Deuxième pitch par Xavier Bernard, société SAPEC, qui vous fera aussi une présentation de son projet à l'international, ou d'une partie de son projet international, à la suite de quoi nous pourrons discuter, poser quelques questions ensuite à Xavier. Ensuite de cela, les membres du comité de sélection présents pourront se réunir rapidement ici pour émettre un premier avis, la vidéo étant envoyée aux autres membres du comité de sélection, n'est-ce pas Clémence, de façon à pouvoir réunir les suffrages positifs ou négatifs quant à l'éligibilité de nos deux candidats aujourd'hui au programme Export Direct. Alors je laisse tout d'abord la parole à Clémence pour une présentation du programme Export Direct. Bonjour à tous. Clémence Drevnovski du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Je voulais d'abord commencer un petit peu par vous dire quelques mots sur le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et comment il se positionne par rapport aux entreprises dans sa région et aux services qu'il souhaite mettre en place. Donc on a effectivement, nous, comme mission d'accompagner les entreprises sur l'ensemble de la région en proposant différents services. Donc on est positionné sur différents secteurs, l'emploi et la formation, en mettant en place des opérations d'accompagnement aux travailleurs en situation de handicap. On veille également à l'insertion des jeunes travailleurs, des lycéens, pour qu'ils s'insèrent mieux dans le monde de l'entreprise et qu'ils soient préparés au monde de l'entreprise. Et nous avons également différentes actions sur le financement de l'entreprise. Donc là, c'est principalement lorsque les entreprises sont en croissance et la croissance organique finalement ne suffit plus. Et donc nous les accompagnons sur la levée de fonds, sur les opérations de croissance externe et également à l'international. Donc l'international, en fait, jusque-là, le MEDEF travaillait beaucoup avec le MEDEF international en participant à des délégations, en organisant plusieurs conférences sur l'export, sur les problématiques liées à l'international. Et le MEDEF a souhaité, fin 2016, créer un dispositif avec Classe Export et le campus René Cassin qui s'appelle Export Direct. Donc ce dispositif existe grâce au soutien financier de la Direct et il a pour ambition de répondre un petit peu à une problématique que nous avions trouvée. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'entends... Ouais. On a constaté que les dirigeants d'entreprise avaient beaucoup de chance en Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'il y a énormément de dispositifs, mais que justement c'était un petit peu trouble pour les dirigeants d'entreprise. Il y avait beaucoup de démarches et ils ne savaient pas forcément à quel opérateur confier son projet. Et donc le dispositif Export Direct se veut comme un ensemblier des accompagnements qui existent déjà en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un petit peu une porte d'entrée unique vers les opérateurs privés et publics qui proposent déjà des accompagnements. Donc concrètement, comment ça se passe? Une entreprise va s'inscrire sur la plateforme Export Direct. Hervé va derrière faire un petit prédiagnostic pour voir si l'entreprise rentre un petit peu dans le champ d'application d'Export Direct. Et après, les entreprises viennent pitcher leur projet pendant 4 minutes devant les membres du comité de sélection qui derrière verront si 1, le projet est éligible ou pas, et 2, proposer des offres d'accompagnement. Donc Export Direct, en fait, ça va vraiment permettre aux dirigeants d'entreprise dont vous faites partie aujourd'hui de recevoir plusieurs offres d'accompagnement en ayant pitché une seule fois. Donc ça simplifie vraiment les démarches. Oui, C'est parfait, c'est très clair, Clémence, effectivement, pas de souci. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Les différents éléments un petit peu de l'accompagnement, je ne sais pas si vous voyez sur les écrans, sur les côtés. Non, mais bon.
il y aura un parrainage CCEF dans de nombreux cas pour permettre d'avoir un soutien sur la zone ciblée. En fait, on ne s'interdit rien sans a priori. En fait, l'idée, c'est de mettre en place une solution totalement sur mesure. L'idée étant de répondre le plus précisément possible à un cas de figure particulier en phase d'amorçage. L'opération export direct correspond simplement à soit au déverrouillage d'un marché en particulier, y compris même pour une entreprise qui est déjà très mature à l'international, ou alors pour un primo-exportateur déjà quand même assez bien outillé, la capacité de découvrir un marché, mais uniquement en période d'amorçage. Le but du programme Export Direct n'est pas de remplacer en fait les accompagnements qui existent, c'est de réorchestrer simplement et temporairement ces accompagnements dans une phase d'amorçage. Suite à cela, et le constat d'ailleurs on a commencé à le faire aujourd'hui, par rapport aux premiers accompagnements qui ont été mis en place, suite à cela, en fait, les opérateurs proposent des solutions de poursuite de l'effort. On connaît le temps de l'international, on sait que de toute façon, ça n'est pas un temps très limité dans le temps, il faut prendre le temps effectivement de se développer. Donc suite à cette période d'amorçage, on détermine l'appétence de l'entreprise à se développer à l'international, on essaie de désamorcer un marché, et suite à cela, les opérateurs de l'international, aujourd'hui public et privé, proposent des solutions pour poursuivre l'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui, nous avons 27 entreprises sélectionnées, peut-être 29 ce soir ou la semaine prochaine, nous verrons. 7 entreprises ont déjà démarré donc, leur accompagnement. Sur les premières, nous avons déjà 2 entreprises qui sont en phase déjà très avancée, avec notamment une entreprise accompagnée sur le Moyen-Orient aujourd'hui qui a mis en place une filiale qui est déjà donc, opérationnelle sur Dubaï. Nous avons aussi donc un accompagnement qui a été réalisé sur la Grande-Bretagne aujourd'hui. Donc la mission temporaire d'amorçage est déjà achevée aujourd'hui et nous passons en phase ultérieure, c'est-à-dire en phase post-programme, avec la mise en place notamment pour le compte de cette entreprise d'un commercial à temps partagé pour développer le marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable du coup de déterminer, lorsqu'on a un marché à plusieurs composantes, quelles sont les composantes qui fonctionnent réellement. Notamment c'est le cas sur la Grande-Bretagne, où une des composantes s'est avérée en fait inopérable en réalité parce que le marché est trop low cost en fait par rapport aux solutions proposées par l'entreprise française. Il s'agit de CNSE donc, qui est basé dans le Rhône. Par contre, l'autre marché donc, qui est un système mobile proposé au site événementiel fonctionne semble-t-il très bien et la perception donc, qui a été analysée est très bonne. Donc ça nous permet en fait de déterminer que ce marché-là, en fait, il ne devait pas être attaqué sur ces 2 composantes, mais une seule composante, que déjà sur la composante en question, celle qui fonctionne, les premiers résultats sont très très positifs. Bon, donc voici un petit peu l'intérêt de ce programme et de cet amorçage-là. C'est un élément dans un dispositif international, il a une durée de vie limitée et il nous mène en fait derrière à une poursuite des travaux qui sont réalisés par les opérateurs publics ou privés de l'international qui ont déjà travaillé. On a eu le cas sur l'Afrique aussi, avec des services Business France qui ont été mis en place sur la Côte d'Ivoire et sur la Tunisie, par exemple, et qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les entreprises ont à leur disposition, dans ce cadre-là, un système souple, agile et en sur-mesure. Bien, Clémence, merci pour cette présentation. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de passer directement donc, au premier pitch. Donc, nous allons écouter donc, pendant 4 minutes Philippe Martinez qui va nous parler du projet de ILO Technologies. Philippe, je vous laisse la parole et je lance le chronomètre quand vous voulez. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Bonjour à tous, je suis Philippe Martinez, je suis directeur général adjoint de la société ILO. Alors, ILO conçoit, fabrique et commercialise des films chauffants souples. Il faut imaginer ça comme un système de chauffage épais comme une feuille de papier. Donc, vous pouvez en mettre dans le secteur du bâtiment en plancher chauffant, plafond chauffant, derrière mur. On est capable de créer une fonction chauffage à peu près dans n'importe quelle condition, puisqu'on chauffe aussi des antennes relais en Sibérie, à partir du moment où on ne veut pas les voir. Donc ça, c'est la base d'ILO, donc créer des systèmes de chauffage. Donc nous sommes basés à Crémieux, nous sommes 40 salariés.
Et aujourd'hui, nous avons un savoir-faire reconnu dans le bâtiment, donc pour tout ce qui est chauffage d'un bâtiment, que ce soit d'habitation ou tertiaire, dans du ferroviaire, où aujourd'hui nous avons démarché des ferroviaires sur à peu près l'ensemble de la planète. Donc nous vendons nos films en Chine, aux États-Unis, au Canada et un peu partout en Europe. Donc aujourd'hui, pour la petite histoire, il y a tous les trains équipés de planchers chauffants seront équipés de films ILO, et ce jusqu'en 2023. Donc aujourd'hui, tous les appels d'offres de films chauffants pour les trains ont été remportés par ILO. Donc on a déjà une petite base export via ce marché ferroviaire, et aujourd'hui on a d'autres gammes de produits moins techniques et plus grand public, c'est-à-dire un radiateur décoratif, c'est-à-dire un chauffage. Mais au lieu d'avoir un chauffage, comme vous pouvez tous le connaître, blanc, pas très joli, en bas de vos murs, on a intégré notre technologie sur du verre et du verre décoré. Donc on imprime un verre et du coup vous avez un tableau chez vous qui a une fonction chauffage. Donc aujourd'hui on a de très bons résultats sur la France et l'idée c'est de développer cette gamme de produits là en particulier sur les États-Unis pour des raisons de taille de marché et aussi pour l'Allemagne puisque l'Allemagne dans ce secteur là est un marché un peu suiveur de la France. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur l'aspect radiateur décoratif, l'idée de base était de proposer une fonction design avec une fonction chauffage. Aujourd'hui, où vous avez un tableau, ou vous avez un radiateur, mais vous avez rarement les deux, ou du moins pas à des prix qui sont très abordables pour le grand public. L'idée était de repenser totalement le concept, et avec nos films chauffants, de pouvoir générer un produit qui a un encombrement minimum, un aspect design qui soit, j'allais dire, au goût du plus grand nombre, et qui soit bien sûr performant, qui soit capable de chauffer. Et le tout à un niveau de prix qui permette au plus grand nombre de l'acquérir. Donc aujourd'hui, sur la France, on réalise plusieurs millions d'euros déjà de chiffre d'affaires. Maintenant, l'idée, c'est encore une fois de développer ceci à l'export. Donc on pense que ce qui a marché en France marchera à l'étranger, puisque la fonction chauffage est une fonction assez universelle pour l'ensemble des gens. Et c'est le pourquoi de ma venue. Et donc j'en terminerai avec les 3 mots-clés du projet. Donc le premier, c'est le mot client, qui est notre priorité. Ensuite, l'environnement, puisqu'on utilise une technologie donc dite rayonnante, c'est-à-dire on n'utilise pas de convection, on ne brasse pas d'air. Donc on a des performances énergétiques qui sont de l'ordre de 30% supérieures à un radiateur normal. Et enfin, un produit simple et efficace pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et voilà, 4 minutes 1. Magnifique. Alors là, très professionnel. Bravo. Merci beaucoup, Philippe. Bravo. Alors, je vous propose, si vous le souhaitez, de poser quelques questions, si c'est bien le cas. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question dans la salle? Ah, Thierry. Oui, bonjour, Thierry Bier, CCE Rhône-Alpes. Question, votre projet d'exportation s'adresse à quel pays en particulier? Alors, les États-Unis et l'Allemagne. Est-ce qu'il y a des problèmes de normes différentes aux États-Unis? Alors, dans toute la communauté européenne, non, puisque les normes sont harmonisées au niveau européen, donc on se doit de répondre à la norme RoHS. Donc, du fait qu'on y réponde en France, fait qu'on y répond automatiquement en Allemagne. Pour les USA, il y aura une norme différente, puisqu'ils n'ont pas la même typologie de courant, on va dire. D'accord, ils ne sont pas sur 230 volts classiques. Donc il y aura une adaptation du produit à faire, sachant qu'on a déjà fait cette adaptation au Canada et que ça s'est très bien passé, donc on n'est pas très inquiet sur l'aspect normatif de la chose. Monsieur derrière, une question? Oui, vous avez parlé de chauffage par le sol. Quel est l'intérêt de votre système par rapport à des systèmes avec une pompe à chaleur et un fluide caloriporteur? Alors, on n'a pas vocation sur ce produit-là en particulier à remplacer des pompes à chaleur ou ce genre de produits.
Notre idée aujourd'hui est de dire, aujourd'hui, vous avez les grands systèmes de chauffage sont par chaudière, d'accord, avec le radiateur en fonte plutôt blanc que vous avez chez vous, et le radiateur électrique type convecteur. L'idée, c'est de remplacer ces produits-là par notre produit. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un petit radiateur blanc sous votre fenêtre qui vous brûle quand vous êtes à côté et qui ne vous chauffe pas quand vous êtes à 2 mètres, l'idée, c'est de remplacer ce produit-là et d'avoir, par la technologie rayonnante, quelque chose qui chauffe mieux, puisque vous n'avez pas de brassage d'air, qui soit moins, je dirais, nocif, parce que brasser de l'air, si vous brassez de la poussière, c'est jamais bon. Et en plus, qui intègre une fonction de design, c'est-à-dire au lieu d'avoir un cube blanc en dessous de votre fenêtre, eh ben, vous avez un tableau chez vous. Voilà un petit peu comment le produit se situe au milieu de cette gamme. Mais on n'a pas vocation à remplacer d'autres produits. D'accord. Et d'un point de vue culturel, qu'est-ce que vous mettez dans vos tableaux? Alors aujourd'hui, on a un catalogue de 240 images. Donc ça va du ponton de Hawaï à une photo de New York. Et plus tard, on a pour projet de pouvoir... en fait, aujourd'hui, le mode de fonctionnement est que vous allez chez Leroy Merlin, vous commandez votre produit, vous est livré sous 15 jours, 3 semaines. Parce qu'on fait du sur-mesure. Donc le client choisit son image et 15 jours après, il reçoit son radiateur. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse personnaliser jusqu'au bout et que le client puisse, par exemple, choisir une image, la dernière photo de ses vacances ou sa belle-mère ou quoi que ce soit. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de pousser la personnalisation relativement loin et vraiment intégrer cette fonction de design et une fonction chauffage. Merci à vous. Ce qui nous a aussi intéressé dans ce dossier-là, c'est que on se retrouve à la fois dans une phase de rupture d'usage et de rupture technologique. C'est-à-dire que on voit apparaître d'ailleurs de plus en plus des téléviseurs qui font office effectivement de décor, qui rentrent dans le décor, d'une part. D'autre part, en termes de technologie, dans le cadre du bâtiment notamment, on est déjà en train de réfléchir à remplacer les fenêtres par en fait un nouveau système intelligent qui consiste à dire on n'a plus une façade d'un côté, une fenêtre de l'autre, mais on va envisager en fait l'ensemble du bâtiment ou la façade du bâtiment comme un élément qui va à la fois être un élément isolant ou chauffant ou rafraîchissant, en même temps qu'un élément de décor. Donc on est bien dans cette mouvance-là aujourd'hui, qui est une véritable tendance internationale. Et donc c'est un accompagnement qui nous semblait relativement intéressant. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très claire et très pro. 4 minutes 06, pas de problème, hein, vraiment, bravo. Maintenant, nous allons passer au pitch donc, de Xavier. Vous allez donc intervertir. Xavier, donc la société SAPEC, qui va nous présenter son projet à l'international. Le chronomètre est là, je le déclenche quand tu veux, quand tu es prêt, hein, Xavier, il n'y a pas de souci. Et le chronomètre est là. Bonjour. SAPEC est l'ancienne filiale de production, d'usinage des moteurs et compresseurs Bernard, qui était une grande entreprise lyonnaise, qui est devenue au travers du temps un sous-traitant de l'automobile et un fabricant de composants moteurs. Elle a bien marché à l'export, je m'en suis occupé pendant une vingtaine d'années en développant sur les États-Unis et l'Allemagne. Dans les années 2010, à la suite de la crise, le modèle de sous-traitance a commencé à rencontrer ses limites avec la mondialisation. Et l'entreprise a fait un choix de se redistribuer sur de nouveaux marchés en quittant le monde de la sous-traitance progressivement pour acquérir un produit en propre, comme nous l'avions autrefois avec les moteurs et compresseurs Bernard. C'est donc un projet industriel assez ambitieux qu'on a engagé il y a 2 ans, et à partir duquel nous avons développé une stratégie export, puisque l'objet est de fabriquer des nouveaux types de moteurs, des moteurs propres, qui fonctionnent au gaz naturel à la place du diesel, et de proposer ce type de produit à des pays qui ont 2 caractéristiques. La première, c'est de disposer de gaz naturel dans des conditions abondantes et pas chères, de telle sorte que le carburant permette un mode de fonctionnement économique. Et le deuxième, ce sont des pays qui ont besoin d'électricité. Alors, le croisement de ces 2 critères a fait que nous avons retenu l'Afrique et le Moyen-Orient. Nous avons fait un certain nombre de déplacements déjà pour identifier nos clients futurs, et nous sommes arrivés à bâtir autour de cette compréhension des marchés un produit qui réponde à ces besoins.
Ce produit, c'est un moteur industriel, un gros moteur, comme on faisait autrefois par exemple Alstom, un moteur de 42 litres de cylindrée, de 1 MW pour faire de l'électricité. C'est un produit très industriel, avec un potentiel d'emploi très important, un potentiel pardon, également en termes d'innovation et d'antipollution qui est vraiment un franchissement dans la qualité des produits proposés, parce que tous nos concurrents, qui sont des géants mondiaux, ne savent pas traiter les aspects niches. Et là, il y a deux niches qui se combinent, une niche technologique avec le gaz à la place du diesel. Pour tous ces gens-là, le gaz représente pas plus que 5% ou 2% de leur marché, et ce sont toujours des produits dérivés du moteur diesel, donc ce sont des produits pas efficaces. Et deuxièmement, c'est également une démarche niche, parce que nous sommes intéressés à aborder des marchés qu'ils abandonnent, parce qu'ils ne les connaissent pas ou parce qu'ils en ont peur, et que ça représente des potentiels, enfin des ventes très faibles pour eux. Par exemple, vous prenez Caterpillar, leur vente, c'est essentiellement les États-Unis, l'Europe, un peu la Chine, la Russie, mais pas du tout l'Inde, ou très peu encore l'Inde, le Moyen-Orient, l'Iran, la Syrie, l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Libye, voilà, tous ces pays où au contraire la France dispose de bases commerciales déjà relativement éprouvées, certes d'un accès un petit peu difficile, mais c'est aussi l'un des objectifs de votre aide, c'est de nous aider à aller dans des pays dont l'accès n'est pas aussi simple que ce que j'ai expérimenté dans le passé, les États-Unis ou la Suède, où là on prend son avion, on prend son hôtel, tout va bien, c'est simple. Prendre des rendez-vous en Syrie ou en Iran, rencontrer les ministères de l'industrie et leur proposer notre projet qui est de leur vendre l'idée d'acheter nos moteurs en faisant l'assemblage local du moteur et de l'alternateur, de telle sorte qu'il y ait un contenu local qui leur permette de préférer nos produits à ceux de matériel étranger, qui n'acceptent pas, eux, une localisation partielle de la valeur ajoutée. Et on leur propose de surcroît d'utiliser ces futurs groupes électrogènes gaz, soit pour produire de l'électricité en mini-centrale électrique de 5 à 20 MW, en production de base, base load on dit en anglais, ou bien en combinaison des énergies renouvelables qui se développent énormément parce que les financiers internationaux... oui, 4 minutes 45, je m'arrête alors. Non, mais quand je comprends bien, tu es parti dans le dossier à fond, là, voilà. C'est très bien. Merci Xavier. Donc, poursuis, je t'en prie. Oui, l'intérêt du gaz, c'est non seulement de produire de l'électricité propre, mais c'est aussi d'être un parfait allié des énergies renouvelables qui sont intermittentes. Lorsque vous avez en Afrique et au Moyen-Orient beaucoup de projets financés avec la Banque mondiale, Proparco, etc., pour faire de l'éolien ou du solaire, eh bien l'éolien et le solaire, ça marche le jour et ça ne marche pas la nuit. Qu'est-ce qu'on fait le reste du temps pour faire un réseau? Voilà. Merci Xavier. Bon, on a dépassé un petit peu. Merci beaucoup. Je commençais à sentir le regard noir de Virginie Bazin en train de me fixer en disant « Mais Hervé, qu'est-ce que tu fais là ?» Bon. Merci Xavier. Donc alors, maintenant, quelqu'un a-t-il Ils ont peut-être des questions? Alors justement, on va voir. Quelqu'un a-t-il des questions? Florent. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez eu une aide par rapport à ce produit innovant avec de la BPI notamment? Absolument. Et voir comme il y a le côté aussi enfin, écologique ou environnemental avec l'ADEME aussi. Voilà, c'était ma question. Effectivement, c'est un projet assez ambitieux parce que c'est un projet industriel. Hein. Là, on parle de grands bâtiments, on parle de machines-outils, on parle de produits techniques, on parle de R&D, un budget important de R&D qui a été, effectivement, Florent, financé en partie par la BPI au travers des projets qu'on appelle FUI, Fonds unique interministériel, où SAPEC a été leader du projet et a groupé autour de lui toute une série d'acteurs français participant à l'innovation de ce projet. Donc voilà, il y a plusieurs entreprises françaises et il y a une puissance de redistribution sur le territoire régional, voire national, de jobs pour d'autres entreprises, par exemple dans le domaine de l'allumage, dans le domaine des tests, etc.
Y a-t-il d'autres questions? Oui, les groupes thermiques diesel, sont adaptables en général au gaz naturel. Comment vous vous placez par rapport à ça? Est-ce que vous avez vraiment des arguments décisifs pour les... Parce que c'est relativement bon marché de convertir un groupe existant, même si ses performances restent moindres, plutôt que de le remplacer par un groupe neuf. J'ai pas très bien compris le sens de votre question, mais je vais la reformuler comme ça. Est-ce que vous me dites que les groupes au gaz sont bon marché? Je vous dis que les groupes diesel sont transformables pour passer au gaz. Ah ben bien sûr. Oui. Malheureusement. Alors comment vous vous placez par rapport à ça? Est-ce que vous avez des... Bien compris. D'accord. Ça fait 40 ans qu'on fabrique des moteurs pour Caterpillar, MAN, Liebherr, etc. Et on connaît très bien leurs problématiques. Ce sont des problématiques de très grandes entreprises qui standardisent leur production. Ils savent faire du moteur diesel, ils ne savent pas faire du moteur gaz. Lorsqu'un commercial leur dit « et si on vendait des moteurs gaz ?» ils se disent « pourquoi pas pour capter 2% du marché, nous pourrions peut-être faire quelque chose, mais à moindre coût. » Alors, prenons notre moteur diesel et essayons de le transformer. C'est un exercice technique qui peut se faire. C'est un petit peu comme vouloir transformer une 2 chevaux en Formule 1. Voilà, on a enfin, j'exagère un petit peu. Et cette transformation se heurte à des pratiques industrielles qui empêchent de faire un moteur gaz comme il devrait l'être. Nous, notre ambition, et nous serons les premiers à faire ça, c'est à faire directement, à partir d'une feuille blanche, dans le bureau d'études et avec les laboratoires CNRS qui nous accompagnent, un moteur à proprement parler gaz dès le début, qui prend en compte toutes les problématiques du diesel, du moteur gaz, et non pas de bidouiller, pardonnez-moi, c'est souvent le terme adapté, bidouiller des moteurs diesel fabriqués en grande série pour les transformer en moteurs gaz. Donc on sera beaucoup plus performant, beaucoup plus propre, moins cher aussi, avec une maintenance beaucoup plus simple. Et pour l'Afrique et le Moyen-Orient, ce sera un des points principaux de différenciation par rapport à nos concurrents. Merci Xavier. Voilà, nous avons une autre question derrière. Monsieur, allez-y, je vous en prie. Vous avez vraiment un produit qui s'inscrit dans cette mutation énergétique dont on parle très souvent. Mais néanmoins, il y a 2 points majeurs sur lesquels vous abordez. C'est le marché effectivement du Moyen-Orient et de l'Afrique, c'est-à-dire des pays en voie de développement. Or, il y a deux points majeurs, je pense qu'il faudrait prendre en compte. C'est d'abord cette intégration de votre moteur avec des alternateurs, mais également la structure qui vient après. Or, ces pays-là ne sont pas forcément bien préparés pour justement intégrer, je dirais, intégrer des sous-traitants externes, parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences adéquates, et assembler un produit fini. Ça, c'est un point qui, je pense, qui est relativement important. Et le deuxième, c'est le phénomène de gaz, où ce n'est pas tous les pays qui sont équipés avec des infrastructures pour alimenter en gaz. Comment voyez-vous ces 2 points? Alors, sur l'alimentation en gaz, énormément de pays en Afrique et au Moyen-Orient ont fait des découvertes de gaz ces dernières années qui ont été absolument majeures. L'Afrique et le Moyen-Orient, ça va devenir l'un des premiers producteurs mondiaux de gaz. Or, le gaz, il n'y a que 2 moyens, soit on l'utilise localement, soit on le réexporte. Jusqu'à présent, le modèle de tous ces pays, c'est d'exporter d'exporter des matières premières, c'est tout. Et pour cela, ils utilisent la liquéfaction du gaz pour le rendre plus compact et le mettre dans des méthaniers. Notre idée, c'est, avec Air Liquide, c'est d'utiliser ce potentiel qui s'est énormément développé d'unités de liquéfaction. On en voit apparaître comme des petits champignons un petit peu de partout en Afrique et au Moyen-Orient. C'est à la fois des infrastructures qui sont de moins en moins chères et qui sont de plus en plus petites, potentiellement. Donc aujourd'hui, on peut parler de mini-usines de liquéfaction, à partir desquelles nous aurons du gaz naturel disponible sous forme liquide que l'on peut mettre dans des camions de type Cryolor chez Air Liquide et qui assureront la livraison en tout point du territoire, et c'est ça la chose intéressante, en tout point du territoire du gaz naturel. Cela permet de faire l'économie d'infrastructures coûteuses de pipeline qui, jusqu'à présent, explique en partie pourquoi en Afrique, 80% de la population n'a pas accès à l'électricité. C'est parce que amener le gaz en pipeline jusqu'au fin fond du Niger, c'est trop cher.
première raison. La deuxième raison, c'est que quand bien même on arrive à livrer du diesel dans ces pays, dans ces zones reculées, le diesel qui est raffiné en Europe, donc vous imaginez, le pétrole est trouvé dans le pays local en Afrique, il est mis dans des camions, il part dans un bateau, il arrive en France ou en Europe, aux États-Unis, il se fait liquéfier, il reprend le bateau pour revenir en Afrique, il reprend le camion pour aller jusqu'au point donné. Quand le diesel arrive, il coûte le prix du Dom Pérignon. C'est juste impossible, quoi. Et quand on l'utilise, et il l'utilise, il fabrique une électricité qui est tellement chère, ça explique pourquoi 80% de la population n'a pas accès à l'électricité. Voilà. Si en revanche on leur propose une électricité pas chère, parce qu'elle est produite à partir d'un gaz naturel qui est disponible localement et qui n'a pas besoin de raffinage, alors on a gagné un peu la partie. Question Thierry. Très rapidement, simplement, pour avoir bien compris, J'entends pas. Votre produit aujourd'hui existe? Alors nous sommes dans la phase de prototype. Ah ok. Et donc quand pensez-vous avoir un produit à proposer réellement? Alors, le développement des produits innovants, surtout en matière industrielle, c'est quand même une longue haleine. Nous en sommes à la 2e année. Nous allons tester notre premier moteur mi-2018. Et nous espérons fin 2018 avoir un moteur avec ses principales caractéristiques éprouvées. Voilà. Ça, c'est notre échéance actuelle. L'intégration du moteur avec l'alternateur, c'était le deuxième point tout à l'heure. Nous avons rencontré le Roi Sommer, ils sont très intéressés de s'associer avec nous sur ce projet parce que le monde des fabricants d'équipements, enfin c'est compliqué, c'est un peu long d'expliquer ça, mais disons que des grands groupes comme le Roi Sommer cherchent à s'associer avec un motoriste pour livrer un produit complet qu'on appelle groupe électrogène, comme l'ont fait Caterpillar et General Electric, qui ne vendent plus le moteur ou l'alternateur séparément, mais qui vendent une solution complète. Merci Xavier. Y a-t-il d'autres questions? Alors, concernant Export Direct, ce qui nous a vraiment intéressé dans la démarche, outre la technique que nous laissons donc aux experts de la technique, c'est l'intelligence du système, notamment lors de son implantation dans un pays donné. C'est-à-dire que nous savons que SAPEC cherche des partenaires locaux pour faire finir localement les assemblages et mettre en place un système sous forme d'une smart grid, une véritable grille d'apport d'énergie bien répartie dans le territoire. Donc ceci répond vraiment bien aujourd'hui aux besoins d'un grand nombre de pays qui ont besoin aujourd'hui non pas d'énormes systèmes ultra centralisés qui permettent de produire de l'énergie mais dans des zones localement limitées, mais de produire véritablement une grille intelligente répartie dans le territoire qui permet en fait d'harmoniser cet apport d'énergie. Donc ce dossier nous semblait effectivement intéressant pour cela, parce qu'il y a une certaine intelligence et une grande intégration dans les pays visés justement. Donc nous verrons ensuite quel type d'accompagnement nous pourrons éventuellement proposer, si jamais donc, le projet bien sûr est sélectionné par le comité de sélection. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure sur ce dossier-là, donc notre présentation Export Direct et les 2 pitchs de nos candidats, en les remerciant beaucoup. Bravo. Félicitations, ce sont des projets vraiment intéressants. Bravo à vous. Je propose aux membres du comité de sélection de se réunir rapidement, simplement de façon informelle ici, et puis nous recueillerons un premier avis, n'est-ce pas Clémence? Et puis ensuite nous diffusons la vidéo auprès des autres membres du comité de sélection. Merci à vous d'être venus et merci pour vos questions. Merci, au revoir.